Mais par contre, Rose, elle avait très bien compris quand tu étais venu il y a 5 ans. Oui. Et quand tu avais fait ta conférence à Chambéry, elle a dit, mais ce qu'on fait sur les lignées familiales où on remonte le temps dans le dos, on n'avait pas compris qu'on remontait le temps, symboliquement. Et la vie nous avait appris comment, symboliquement, dialoguer avec l'invisible hors du temps. Un phénomène du passé, on ne peut pas le changer. Et la vie nous a montré que si. Si, C'est incroyable ce truc. Alors, quand tu as fait ta conférence, qu'on s'est rendu compte... Ben, on en avait parlé, je t'avais dit qu'il y avait une explication de ce que vous faisiez. Quoi. Ouais. Et le public ici, il est quoi? Il est... je sais pas. Tu sais pas du tout? Mais ils sont enthousiastes. Hein. Ah oui? Ah, ils sont à fond, là. Mais, ils se battent pour les conférences, ce soir, ils pourront pas tous s'asseoir. Hein. Tu reviendras? Oui, avec plaisir. Ah, je garde un bon souvenir. On est parti? C'est parti? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, Philippe, bien le bonjour. Bonjour Gilles. Donc, je suis très content de pouvoir t'interroger un peu parce que je sais que tu as plein de choses en préparation qui vont sans doute intéresser le public, notamment plusieurs livres, tu me dis. Et parce que bon, je sais que tu fais plein de vidéos, de conférences. D'abord, première chose, pour savoir ce que tu fais, tu as un site internet. Oui, bien sûr. Il y a un site qui s'appelle unitédusavoir.com. C'est ça. Où il y a l'ensemble de mes interviews. Tu mets tout à disposition. Voilà, regarder. Après, j'ai un enseignement qui s'appelle l'unité du savoir. Et puis, sciences et spiritualité. D'ailleurs, il y aura une formation à Angers sur ce thème. D'accord. Et donc, les gens, s'ils sont intéressés ou curieux pour regarder, ils auront le programme. Là, il y a de quoi faire. Oui. Ok, donc ça, déjà, pour les curieux qui veulent tout de suite aller à l'essentiel, où est-ce qu'on peut trouver les informations sur tes sites? Et par contre, tu as fait pas mal d'articles ou de choses comme ça avec pas mal de domaines, parce que tu es très multifonction, je sais pas comment on peut dire. Oui. Passionné de plein de choses, plus exactement. Et en ce moment, ta passion actuelle, c'est quoi alors? En ce moment, je travaille à la création d'une école qui s'appelle l'Académie de la médecine intégrative, qui s'ouvre à Genève, où on essaye de faire converger les outils modernes de la physique au service de la santé. Et donc, c'est une école qui a été co-créée au départ par Béatrice Milbert. Les gens intéressés pourront voir qu'on avait fait une conférence ensemble, qui est un médecin homéopathe et très ouvert d'esprit. Et Shima Zagari, qui est une pharmacienne aussi très ouverte, quoi. Donc homéopathie, etc. Et mon rôle, c'est un peu de faire ce lien entre ces différentes médecines, parce que finalement, la médecine allopathique, sa force, c'est son unification. Qu'on soit psychiatre, cardiologue, urologue ou n'importe quelle spécialité, on a une même vision du corps. Quand on rentre dans le domaine de la médecine alternative, c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des divergences entre un aromathérapeute, un phytothérapeute. Dans le domaine de l'ostéopathie, on a la fasciapulsologie, l'éthiothérapie. Enfin bon, il y a un spectre large, la somatothérapie. Et dans les médecines énergétiques. Voilà, dans les médecines. Elle fait quelle taille, hein? Voilà. Alors effectivement, il faut trouver un peu une structure unificatrice, et c'est un peu le but de cette école, c'est au-delà de spécialité, de trouver une convergence. D'accord. Voilà. Pour former des professionnels. Oui, pour former des professionnels, des gens curieux aussi. Des médecins, enfin il y a un spectre large. Je me suis rendu compte, parce que il y a quelques années, on va pas remettre des dates, mais j'avais enseigné dans l'école de naturopathie de Robert Masson. Et à l'époque, on avait des gens qui étaient un peu en rébellion avec la société, quoi. Mais maintenant, on a des cadres tout à fait sages, des mères de famille. Donc la médecine douce, la médecine naturopathique est rentrée dans le foyer des Français. Et la mère de famille veut trouver des moyens doux, efficaces pour soigner sa famille. Elle est rentrée dans un cursus acceptable, on va dire, mais en même temps, ils se font attaquer sur Doctolib. Oui, bien sûr, mais c'est devenu moins, comment dirais-je, ésotérique qu'à une époque. C'est comme le yoga. Ouais. J'ai un ami qui
était professeur de yoga. Par la suite, il est devenu psychanalyste, mais dans les années 60, il pouvait pas en vivre. Oui. Le yoga était considéré comme ésotérique, etc. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Ne fait pas de yoga. Voilà. Donc les temps changent et ça s'est posé et intégré. Donc effectivement, tout ce spectre très large de médecine autre, bah, on essaye d'en tirer la quintessence, l'unité. On n'est pas là pour faire la police, hein, mais il y a des fils conducteurs. Voilà. Donc là, toi, tu es sur ce chantier où tu interviens, et Voilà. mais tu as aussi des chantiers de livres. Oui, j'ai Préparation. plusieurs livres, j'en ai 3 en préparation. Voilà. Un qui concernera le vivant vibratoire. C'est quoi cette notion? Voilà, alors ça sera un livre d'ouverture par rapport à ce que la science peut dire. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu en retard. Là, j'ai participé au mois d'octobre à un congrès sur l'eau où il y avait des Américains, des Tchécoslovaques, des Allemands. C'est vrai qu'il y a un retard. On peut soigner par les sons, par les lumières. À chercher mon taux vibratoire avec le pendule. Hein. Donc tu vois, je suis un peu loin. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que au Brésil ou autre, où je suis en relation, il y a vraiment une réflexion de fond pour utiliser ce qu'on pourrait appeler une médecine énergétique basée sur une physique, alors pas toujours quantique, hein, ça peut être classique, voilà, parce que la physique quantique est un peu la tarte à la crème. C'est utilise le mot qui sert le mot magique quand on dit. Ça fait taire tout le monde. Tu dis, moi, cette physique quantique. Ouais, ça me rappelle, il y a une dizaine d'années, dans un congrès qui s'appelait Santé quantique, alors, un énorme congrès. Je crois que c'est le congrès, il y avait 20 000 personnes, vous voyez, on rentre dans une arène. Et il y avait un ostéopathe qui m'avait dit, avant, ma clientèle déclinait, mais j'ai trouvé le truc. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ostéopathie quantique. Ouais. Oui. Et là, voilà, c'est un peu comme le label bio, etc. Oui, bah tout peut être décliné avec des mots à la mode. Oui, Chamanique, quantique. Oui, chamanique, voilà. Donc il y a ça. Après, bah, j'ai toujours mon école où on revisite la matière. En fin de compte, j'ai créé cette école pour enseigner ce que j'aurais voulu savoir jeune et que j'ai mis des années à acquérir. Ça, c'est un peu les destins, ça. C'est-à-dire qu'il te manque quelque chose quand tu es enfant, donc tu le cherches. Et quand tu l'as trouvé, tu te dis, bah, je vais le distribuer c'est le fameux le jeu et le nous, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc au départ, j'ai fait de la physique et puis je me suis vite rendu compte que la physique qui m'a apporté rigueur, puis une approche équationnelle de la vie, ça marchait pas en biologie. Donc j'ai étudié la biologie tout en gardant mon esprit de physicien. Et puis après, je me suis rendu compte, je travaillais dans le laboratoire de Pierre-Gilles Degène et malheureusement, il est tombé malade et j'ai vu qu'il avait des croyances sur la façon de soigner telle ou telle maladie. Il avait un cancer. Donc je me suis dit, tiens, c'est curieux parce qu'il y a une vision qui est propre au milieu social et peut-être même au niveau de la culture occidentale. Donc je suis devenu anthropologue. Alors effectivement, quand j'ai été au Brésil, les cadres ont explosé. Oui, quand tu vois les gars opérer à main nue. Oui, j'ai vu ça. J'avais fait une étude sur les guérisseurs. Où ce qui m'avait fait beaucoup sourire, c'était, j'avais fait une petite interview à une petite télévision privée à Brasilia et j'avais été traduit par un ambassadeur qui parlait un français impeccable, très cultivé. Il était professeur d'économétrie. Puis à la fin, pour le remercier, je l'invite au restaurant et là, il enlève sa cravate, il ouvre sa chemise et il me dit, Philippe, parle-moi des choses sérieuses. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les extraterrestres? Alors, comme il a vu que j'avais fait un recul, il a enchaîné, il a dit, ce soir, on fait tourner les tables, il y aura le président de l'université. Et quand il y a un autre monde, là. Voilà, en hommage à Alan Kardec, quand il a vu que j'avais fait un autre bond à l'époque, hein, il m'a regardé avec un peu de compassion, il m'a dit, mais demain, je fais un cours d'économétrie, c'est plus dans vos cordes. Donc, ça m'avait marqué parce que là, j'ai vu la différence culturelle. La différence culturelle, voilà, complètement. Alors après, ça me rappelle le proverbe qui dit tout le monde savait que c'était impossible à faire, un imbécile est venu qui ne le savait pas et il l'a fait. Ah oui, il y a des choses pour nous c'est impossible et pour eux c'est possible. J'avais un collègue, la mauvaise compréhension de l'anglais lui a fait intégrer ce qui était considéré comme non intégrable. Comme quoi, des fois, mal maîtriser l'anglais. Ça me plaît parce que moi je suis nul en anglais.
Donc, et puis en Afrique aussi, ou en Amérique du Sud, effectivement, le cadre de ma rationalité occidentale a complètement explosé. Ouais. Donc, je suis devenu anthropologue, j'ai enseigné l'anthropologie à l'université, et puis à la fin, je suis revenu à l'individuel, et je suis devenu psychanalyste adlérien. Oh là là. Voilà, donc voilà un peu mon parcours. Ah oui, oui, ça fait une boucle un peu spéciale. J'ai étudié le coaching, enfin, j'ai essayé de comprendre ce que c'était la vie, au niveau biologique, ce que c'était la matière au niveau physique, ce que c'était un individu avec un esprit, voilà, et des conflits, et voilà. Et puis une culture occidentale, parce qu'on est imprégné de sa culture occidentale, quoi. Ah oui. Ouais. Et par exemple, je reviens sur ce que tu disais sur les Brésiliens qui ouvrent les corps comme les Philippins. Est-ce que toi, tu penses que c'est vibratoire ce truc? Comment tu pourrais l'analyser maintenant avec tout ce que le spectre? Parce que la croyance, c'est une chose, mais comment c'est possible physiquement? J'en sais rien. Tu peux expliquer ça? Bah, c'est une histoire de temps, je pense. Ah ouais. Bah, déjà, quand ils opèrent, moi j'ai vu une scène incroyable, un guérisseur qui essuie son couteau sur son pantalon et qui va opérer quelqu'un. Ouais. Moi, en tant qu'occidental, à l'époque, je me suis dit, mais ça va être une horreur, il va avoir un choc septique. Il n'y a rien eu. Donc, je pense qu'il crée une potentialité qui fait que ce qu'on craint n'arrive pas. Après, il y a des études qui ont montré que quand on analyse le sang, c'est assez curieux, pour qu'on arrive au globule rouge, il y a une succession de transformations depuis les cellules souches dites hématopoïétiques qui fabriquent le globule rouge. Et avant d'arriver au stade final, le globule rouge, l'érythrocyte, on a un stade avant qui est le réticulocyte. Et on a trouvé dans le linge de chirurgiens menus imprégnés de sang beaucoup plus de réticulocytes que normal. Ah. Donc ça veut dire qu'il y a eu comme une sorte d'action du passé. D'où tu dis que c'est le temps. Bah après ça met ta rationalité. Moi Valentine qui est un des grands guérisseurs du Brésil, je l'ai vu, il est très donner des cours d'anatomie à des médecins brésiliens qui sont encore comme ceux qu'on avait dans les années 50 avec les nœuds papillons, tout le décorum et le costume. Et tu vois que le gars, comment expliquer ça, quoi? Ouais. C'est comme si, et on sent bien que. Est-ce que tu me dis, ça me fait penser à un autre rite qu'on fait nous en médecine symbolique. Ça va te faire rire peut-être, mais nous on a trouvé des cas où dans un corps il y aurait plusieurs âmes, plusieurs personnalités, oui. ce qu'on appelle la transmigration des âmes, ou je sais pas comment dans la littérature. Et quand on a découvert un cas comme ça, bien sûr, on s'est pas soigné ce genre de choses. Nous, ça a fait un rite étonnant, c'est que ça a placé la personne devant sa porte d'entrée, comme si c'était son entrée en incarnation. C'est-à-dire, avant que la goutte de sirop elle tombe dans l'eau, si tu remontes le temps, tu peux séparer le sirop de l'eau. Une fois que c'est mélangé, tu ne peux plus. Et ça a fait un rite symbolique de revivre quelque chose d'avant l'incarnation, comme si on pouvait séparer les phénomènes. Ça me fait penser à ça, toi. Moi, j'ai vu un enfant, c'était vraiment incroyable. Il avait des problèmes en arrivant au monde et il avait le visage d'un homme adulte et c'était une femme. Ah ouais. Et donc, comme s'il avait encore gardé les traits de sa vie précédente. Ou d'une autre âme, ou de quelque chose comme ça, ouais. On sait pas. On aurait pris une photo, on aurait découpé, on aurait dit que c'était une personne qui avait 75, 76 ans, quoi. Ouais. Et comment soigner ça, tu vois? Le truc, ça fait réfléchir. Ah ben après, ça fait réfléchir. Je pense que la maladie est une adaptation temporelle, donc. Et donc, tu prépares un livre sur le temps, du coup? Oui. Alors, bonne déduction, Sherlock Holmes. C'est parce que tu me l'avais dit. Mais du coup, alors dans combien de temps ce livre? Parce que là, il est attendu. Oui, il est attendu, voilà. Bah, j'espère en 2024. 2024. Ouais. Un livre sur le temps avec Philippe Bogolin 2024. Vous notez tous, parce que attention, tu l'as dit, tu es obligé de le faire. Même. Oui, je suis piégé. Voilà. Voilà, je travaille aussi avec Jean-Pierre Petit sur d'autres aspects de physique théorique. Voilà. J'ai essayé de pas renier mes anciennes vies. Parce que j'ai eu des collègues comme
Michel Perrin, qui a été un physicien, puis il est devenu anthropologue. Mais quand il est devenu anthropologue, il a abandonné complètement sa vie de physicien. Non, moi j'ai gardé actif ma vie de physicien, ma vie de biologiste, ma vie d'anthropologue. Tu arrives à faire une synthèse de tout ça, en fait. Ben oui, parce que je trouve que la vie, c'est un entrechevêtrement, c'est des liens, c'est des liaisons, quoi. La vie, c'est liens et liaisons. Voilà, c'est pas toi qui vas me contredire. Ah non, pas du tout. Génial. Donc on attend tout ça avec impatience, parce que maintenant que tu l'as dit et puis que c'est sur Facebook, oui, c'est dans la boîte, et dans la boîte, là t'es obligé de t'y tenir. Merci beaucoup Philippe. Ben, merci à toi Gilles.